Nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre, le chapitre 4, où on va parler de vecteurs. Dans un premier temps, on va parler de vecteurs géométriques et aujourd'hui, on va parler on va donner des définitions attachées aux vecteurs géométriques et on va parler d'addition et soustraction de vecteurs géométriques. D'abord, quand on parle de vecteurs géométriques et qu'on demande à un étudiant de nous dire ce que c'est, souvent il va nous dire c'est une flèche. Bon, vous n'avez pas tout à fait tort, mais c'est beaucoup plus que ça. Un vecteur géométrique, c'est un segment de droite orienté qui possède une origine, une extrémité, une direction, un sens et une norme ou une longueur, comme vous voulez. Alors, vous avez des exemples ici. Quand on représente les vecteurs géométriques, souvent on les représente par une lettre minuscule avec une flèche au-dessus, comme vous avez à gauche, ou encore par deux lettres majuscules, une qui représente l'origine et l'autre l'extrémité, avec aussi une flèche au-dessus. Alors, quand on parle d'origine d'un vecteur, ben, on parle du point de départ du segment. Quand on parle de l'extrémité d'un vecteur, ben, c'est le point où on retrouve la flèche, hein, c'est le point d'arrivée du segment. Quand on parle de direction, ça c'est l'angle qui est formé entre la droite qui supporte le vecteur et une droite horizontale. Et on va voir un exemple ici. Vous voyez, le vecteur est ici et l'angle θ, ben, il est là. Donc c'est entre la droite horizontale et la droite qui supporte le vecteur. L'autre exemple, vous voyez, c'est pas l'angle entre la droite horizontale et le vecteur. C'est l'angle entre la droite horizontale et la droite qui supporte le vecteur. Donc, l'angle θ, il est ici. L'angle θ, donc, est mesuré, comme je vous disais, de la droite horizontale vers la droite D qui supporte le vecteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quand on parle du sens d'un vecteur, ben, ça part de l'origine et ça va vers l'extrémité. Et on le détermine à l'aide des points cardinaux, hein. Donc, la rose des vents que vous avez ici peut être utile, hein, donc, pour situer le nord, le sud, l'est et l'ouest, etc. Quand on parle de norme ou module, ben, on parle de la longueur du vecteur. Et quand on note la norme, ben, on met un U, un vecteur U entre deux barres verticales. On va définir maintenant ce que c'est que des vecteurs parallèles. Alors, des vecteurs parallèles, on dit que A et B sont parallèles si et seulement si ils ont la même direction. Alors, avoir la même direction, ça ne veut pas dire nécessairement avoir le même sens ou la même longueur. Si vous regardez l'exemple ici, les vecteurs A et B sont parallèles, même si le vecteur A va vers le nord-est, alors que le vecteur B, lui, va vers le sud-ouest. Et on voit que le vecteur B est beaucoup plus long que le vecteur A. Mais les deux ont la même direction. On va définir maintenant l'équivalence. Quand on dit que le vecteur A est équivalent à B, ben c'est si et seulement si les deux vecteurs ont la même longueur, la même direction et le même sens. Vous voyez ici les deux vecteurs, même longueur, même direction, même sens, ils sont équivalents et on écrit ça comme ça, on dit A égale à B. Ça veut dire que les deux vecteurs sont équivalents. Des vecteurs opposés, qu'est-ce que c'est? Ben, on dit que A et B sont opposés si et seulement si ils ont la même longueur, ils ont la même direction, mais ils ont des sens opposés. Comme dans l'exemple ici, le vecteur A va vers le nord-est, le vecteur B va vers le sud-ouest. Mais les deux ont la même direction, les deux ont la même longueur. Et là, on écrit à ce moment-là, quand ils sont opposés, que le vecteur A est égal à moins le vecteur B. Encore de définition, le vecteur nul, on le note avec un 0 et une flèche au-dessus. C'est un vecteur dont l'extrémité et l'origine coïncident. Vecteur unitaire, ben, c'est un vecteur dont la norme est égale à 1. Alors allons-y maintenant avec un exemple qui est dans vos notes de cours. On vous dit soit le vecteur AB dont l'origine est le point A, 5, 3 et l'extrémité le point B, 1, moins 2.
représenter le vecteur AB. Donc, on va représenter un vecteur dont l'origine est le point 5, 3 et l'extrémité le point 1, moins 2. Et on va relier ces deux points-là par une flèche, ce qui nous donne donc le vecteur que vous voyez actuellement à l'écran. Deuxième question, donner la direction du vecteur AB. Donc, quand on vous demande de donner la direction, ben, ce qu'on veut avoir, je vous rappelle, c'est l'angle entre le vecteur, entre la droite qui soutient le vecteur et une droite horizontale. Donc, autrement dit, ce qu'on veut avoir, c'est l'angle qui est ici, près du point B. Alors, on veut avoir cet angle-là. Alors, pour trouver cet angle-là, on va utiliser les notions de trigonométrie que vous avez vues au secondaire. Vous savez que quand j'ai un triangle rectangle que je veux avoir la tangente de ce triangle-là, ben, la tangente de l'angle θ, pardon, pas la tangente du triangle, mais la tangente de l'angle θ, ben, c'est donné par le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, je sais que tangente de θ est égale à 5 sur 4. Pour trouver θ, ben, je vais faire la fonction inverse de tangente, c'est-à-dire arctangente. Donc, je vais faire arctangente de 5 quarts. Et ça me donne 51,34 degrés. Juste au niveau de la façon de l'écrire, je ne veux pas que vous écriviez tan-1. Tan-1, ça peut être confondant. On peut penser que ça veut dire 1 sur tan, et ce n'est pas le cas. C'est la fonction inverse de tan qu'on utilise. Alors, 1 sur tan, ce serait la cotangente, et si on faisait cotangente de 5 quarts, ça ne nous donnerait pas 51,34 degrés. Autre chose importante aussi, quand vous faites ce calcul, assurez-vous que votre calculatrice est en degrés. Maintenant, on veut avoir le sens du vecteur AB. Alors, on peut voir à l'écran que le vecteur AB, donc, a ce sens-là. Alors, ça veut dire qu'il s'en va vers le sud-ouest. Donc, le sens du vecteur AB, c'est sud-ouest. Et dernière chose, on veut avoir la norme du vecteur AB. Bien, on va résoudre ça avec notre bon vieux théorème de Pythagore. Si vous regardez donc le triangle rectangle que vous avez ici, bien, on peut voir que la norme du vecteur AB, qui est l'hypoténuse dans le fond au carré, bien, ça va être égal à 4 au carré plus 5 au carré. Alors ça, ce résultat-là donc nous permet de conclure que la norme du vecteur AB, ben, ça va être égal à la racine carrée de 16 plus 25, donc la racine carrée de 41. Donc, la longueur du vecteur AB est de racine de 41. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de l'exemple précédent? Ben, on peut déduire la chose suivante, c'est que si on a le vecteur AB où le point A, c'est le point A1, A2 et le point B, B1, B2, ben, la norme de AB, ça va être donné par la racine carrée de B1 moins A1 au carré plus B2 moins A2 au carré. L'autre chose qu'on peut déduire, c'est que la direction va être donnée par l'arctangente de B2 moins A2 sur B1 moins A1 si l'angle est inférieur à 90 degrés. Et ça va être donné par 180 degrés moins le même arctangente si le θ est plus grand que 90 degrés. Pourquoi? Bien, regardez bien la représentation ici. Mon vecteur, ici, a une direction de plus que 90 degrés. Si je fais le arctangente, ça va me donner une réponse entre 0 et 90. Alors, ça va me donner, dans le fond, l'angle alpha qui est ici. Alors, pour trouver l'angle θ, ben, il faut que je fasse 180 degrés moins alpha, d'où la raison pourquoi on fait 180 degrés moins le arctangente. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'angle entre deux vecteurs? Ben, on dit que l'angle entre deux vecteurs est l'angle phi, où phi est compris entre 0 et 180 degrés, qui est formé par les deux vecteurs ramenés à une même origine. Donc, vous avez ici les vecteurs AB qui ne sont pas de même origine. Si je les ramène à la même origine, ben, ça forme un angle. Et cet angle-là, ben, ça se correspond à l'angle entre les deux vecteurs. L'angle entre deux vecteurs équivalents, bien sûr, va donner 0 degré. Et l'angle entre deux vecteurs opposés va donner 180 degrés. Allons-y avec un exercice de compréhension qui vient de votre volume, donc à la page 190,
où vous avez un hexagone régulier ici. Donc, régulier, ça veut dire que tous les côtés qui sont là sont égaux. Et on vous demande, dans un premier temps, de donner tous les vecteurs qui sont équivalents à AB, tous les vecteurs qui sont opposés à CD, et tous les vecteurs qui sont parallèles à FE. Alors, je vous invite à appuyer sur pause, à faire le problème et à me revenir par la suite. Alors, je vous donne les réponses. Premièrement, les vecteurs équivalents au vecteur AB. Ben, vous avez le vecteur FP qui est ici, vous avez le vecteur PC qui est là, et le vecteur ED qui est ici. Les vecteurs opposés à CD, donc qui sont la même direction mais pas le même sens, ben, vous avez le vecteur DC évidemment. Vous avez le vecteur FA, vous avez le vecteur EP et vous avez le vecteur PB. Finalement, tous les vecteurs qui sont parallèles à FE, ben, vous avez évidemment le vecteur opposé qui est le vecteur EF, vous avez le vecteur AP, vous avez le vecteur AD, vous avez le vecteur PD, et vous avez les opposés de ces vecteurs-là, donc PA, DP, DA. Vous avez aussi le vecteur BC, et vous avez l'opposé du vecteur BC qui est le vecteur CB. On va parler maintenant d'addition de vecteurs géométriques avec ce qu'on appelle la méthode du triangle. Donc, dans la méthode du triangle, ça consiste en quoi? Bien, on place les vecteurs bout à bout. Et le vecteur somme part de l'origine du premier et va jusqu'à l'extrémité du second. Alors, vous avez vos vecteurs U et V qui sont ici. Bien, si je les place bout à bout, bien, regardez, vous voyez en vert apparaître le vecteur somme, qui est le vecteur U plus V, qui part de l'origine du vecteur U et qui va jusqu'à l'extrémité du vecteur V. Une autre façon de procéder à l'addition de vecteurs, c'est la méthode du parallélogramme. Ça consiste à placer les deux vecteurs à la même origine. On place au bout du premier vecteur une réplique du second et au bout du second une réplique du premier. Et un parallélogramme sera alors formé et le vecteur somme part de l'origine et va au sommet opposé du parallélogramme. Alors, vous voyez un exemple ici. Vous avez vos vecteurs U et V. Ben, on les a placés à la même origine, dans l'exemple ici. Et on a mis une réplique du vecteur V au bout du vecteur U, une réplique du vecteur U au bout du vecteur V. Ça a formé un parallélogramme qui, même dans ce cas-ci, est pratiquement un rectangle. Et quand on part de l'origine des deux vecteurs jusqu'à l'extrémité des deux répliques, ben à ce moment-là, on a le vecteur somme qui est le vecteur U plus V. Que faire maintenant quand on veut soustraire des vecteurs? Ben, pour soustraire deux vecteurs, on additionne le vecteur opposé. Donc le vecteur A moins B, ben, ça se trouve à être le vecteur A plus le vecteur moins B. Et vous avez un exemple ici où vous avez vos vecteurs A et B. Ben, vous voyez au bout du vecteur A, ce qu'on a fait, on a mis l'opposé du vecteur B. C'est pas le vecteur B qui est ici, mais c'est moins B. Et quand j'additionne les deux, ben, ça me donne le vecteur qui est ici, qui se trouve à être le vecteur A-B. On va parler maintenant des propriétés de l'addition de vecteurs et ça va probablement vous rappeler des souvenirs. Première propriété, on vous dit que A plus B est un vecteur. Donc, j'additionne deux vecteurs, ça me donne un vecteur. Cette propriété-là, on appelle ça la fermeture. Ensuite, si j'additionne le vecteur A avec le vecteur B, ça me donne la même chose que le vecteur B avec le vecteur A. On appelle ça la commutativité. Ensuite, si j'effectue A plus parenthèse B plus C, c'est la même chose qu'effectuer parenthèse A plus B plus C. On appelle ça l'associativité. Si j'additionne à un vecteur le vecteur nul, ben ça me donne le vecteur A, il reste comme il était, donc on appelle ça l'élément neutre, l'élément qui ne change pas le vecteur A. Et finalement, si j'additionne au vecteur A son opposé, donc le vecteur moins A, ça me donne le vecteur nul, on appelle ça donc l'existence d'un élément opposé. Je
sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais quand on a parlé des matrices et qu'on a parlé de l'addition de matrices, on avait exactement les mêmes propriétés. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être pas. Si on additionne plusieurs vecteurs géométriques, ben on procède de la façon suivante. On relie les vecteurs bout à bout et on relie l'origine du premier vecteur avec l'extrémité du dernier. Vous voyez dans l'exemple ici, on a le vecteur AB avec le vecteur BC et le vecteur CD. On veut additionner ces trois vecteurs-là. Ben, on part de l'origine de A, on s'en va jusqu'à l'extrémité de CD, l'origine de AB, pardon, et on va jusqu'à l'extrémité de CD. Et ça nous donne donc le vecteur somme qui est le vecteur AB plus BC plus CD. Remarquez, quand j'écris l'égalité, AB plus BC plus CD, quand on a l'extrémité d'un vecteur qui correspond à l'origine du deuxième et l'extrémité du deuxième vecteur qui correspond à l'origine du troisième, quand on a ce lien-là, dans le fond, ben, ça nous donne toujours un vecteur qui correspond à l'origine du premier et l'extrémité du dernier. Donc le vecteur AD. Cette propriété dont je viens de parler, elle a un nom. Elle s'appelle la loi de Chasles. La loi de Chasles, donc, elle nous dit que quand on effectue AB plus BC, voyez que les B ici coïncident, ben ça nous donne le vecteur AC. Ça, c'est pour deux vecteurs, mais cette propriété-là, elle est bonne aussi pour un grand nombre de vecteurs. Alors, si on a le vecteur AB plus BC plus CD plus trois petits points jusqu'à Mn, et qu'on a toujours l'extrémité du premier vecteur qui touche l'origine du deuxième, l'extrémité du deuxième qui touche l'origine du troisième, et ainsi de suite, ben, ça nous donne un vecteur qui commence au point A et qui se termine au point N. Donc, c'est le vecteur AN. Alors, cette loi-là s'appelle la loi de Chasles. On va en parler dans les prochains exemples. Alors, voici un exemple que vous avez justement dans vos notes de cours. On vous dit simplifier par un vecteur unique, justifier chacune des étapes. Donc, on veut transformer cette somme-là ou cette soustraction-là, donc AB moins CB plus DE moins DC moins AE, en un vecteur unique. Bien, regardez bien. Premièrement, je sais que CB, c'est l'opposé de BC, puis que DC, c'est l'opposé de CD. Alors, comme il y avait un moins devant, ben, je les ai remplacés par BC et CD. Ensuite, je peux déplacer des vecteurs. J'ai déplacé ici les vecteurs DE et CD. Pourquoi je peux faire ça? Parce que je sais que l'addition de vecteurs, c'est commutatif. Et si vous remarquez maintenant, j'ai AB plus BC, BC plus CD, CD plus DE, DE plus EA, ben, je peux appliquer la loi de Chasles et ça me donne le vecteur AA. Et qu'est-ce qu'on a dit d'un vecteur qui a la même origine et la même extrémité? Ben, on a dit que c'était égal au vecteur nul. Alors finalement, cette somme-là que vous avez au début de la question, ben, c'est rien de moins que le vecteur nul. À remarquer que dans un test, vous ne pouvez pas juste m'écrire c'est égal à 0. Il faut vraiment mettre 0 avec une flèche parce que ça donne ce qu'on appelle le vecteur nul. Donc, pas juste un vecteur de longueur 0, mais aussi un vecteur qui n'a pas de direction, qui n'a pas de sens, parce que dans le fond, c'est un point. Un autre exemple maintenant, on a AB moins CD plus AD moins BC. Je vous invite à appuyer sur pause et d'essayer de le faire par vous-même et de me revenir quand vous serez prêt. Alors, la solution maintenant, ben encore une fois, je vais remplacer moins CD par DC parce que CD, c'est l'opposé de DC. Même chose pour BC. Je vais le remplacer par CB. Et euh, encore une fois, je peux déplacer les vecteurs qui sont là. Je peux dire que j'ai AB plus AD plus DC. Donc les deux vecteurs ici, ben, je les ai changés de place.
Et j'ai le droit de faire ça parce que l'addition de vecteurs, c'est commutatif. Et là, ce que je constate, c'est que dans les trois vecteurs qui sont ici, ben, je vais pouvoir appliquer la loi de Charles parce que j'ai D et D à cet endroit-là, C et C à cet endroit-là. Il va donc me rester le vecteur AB plus le vecteur AB après avoir appliqué la loi de Charles. Et ça me donne donc le vecteur 2AB. Alors allons-y avec un exemple que vous avez dans vos notes de cours où on vous dit soit le parallélépipède suivant, donner un vecteur équivalent à AB plus DH. Alors mon but, c'est éventuellement, bien sûr, d'appliquer la loi de Charles. Donc j'aimerais bien trouver une suite de vecteurs qui, placés bout à bout, vont me permettre d'appliquer justement la loi de Charles. Alors, dans l'exemple que vous avez ici, vous avez AB plus DH. Alors, est-ce que je pourrais trouver un vecteur équivalent à DH qui part à la lettre B? Ben, la réponse, c'est oui. Vous voyez, le vecteur DH est ici. Ben, le vecteur BF, il est équivalent au vecteur DH. Alors, je vais remplacer le vecteur DH par le vecteur BF. Et là, maintenant, comme j'ai AB plus BF, ben, j'ai le droit d'appliquer la loi de Charles, ce qui me donne comme réponse le vecteur AF. Un autre exemple dans le même esprit, on vous demande de trouver un vecteur équivalent à AB plus DE. Alors encore une fois, mon but, c'est d'appliquer la loi de Charles, donc de trouver des vecteurs qui, une fois placés bout à bout, vont me permettre d'appliquer la loi de Charles. Alors, premièrement, le vecteur DE. Ce que je constate du vecteur DE, donc c'est comme le vecteur diagonal ici, je pourrais le remplacer par DH plus HE. Alors, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc, mon vecteur DE est devenu la somme de vecteurs DH plus HE. Maintenant, bon, DH et HE partent bout à bout. Est-ce que je pourrais trouver trois vecteurs qui, comme ça, partent bout à bout, sont un au bout de l'autre, là? Alors, ben, il faudrait que je trouve des vecteurs. Donc, par exemple, le vecteur AB. Moi, je constate que c'est équivalent au vecteur DC. Le vecteur DH, ben, c'est équivalent au vecteur CG. Et le vecteur HE, ben, c'est équivalent au vecteur GF. Alors, si on remplace ces trois vecteurs-là par ceux que j'ai nommés, ben là, je me retrouve avec trois vecteurs qui sont un à la suite de l'autre. Et ça me permet d'appliquer la loi de Charles, ce qui fait que cette somme de vecteurs est devenue le vecteur DF. Évidemment, dans un problème comme celui-là, il pourrait peut-être y avoir d'autres solutions aussi. Ça ne veut pas dire que celle que vous avez à l'écran actuellement est unique. Donc, ça se peut que vous ayez une autre solution qui soit aussi bonne. Par contre, il faut que votre réponse finale soit un vecteur équivalent au vecteur df. Ça pourrait être, ben non, il n'y en a pas vraiment dans ce cas-ci, mais il faut que vous ayez quelque chose donc d'équivalent au même vecteur réponse que moi. Voici un autre exemple où on vous demande de trouver un vecteur équivalent à FA plus FH plus FC. Je vous suggère d'essayer de le faire de vous-même et d'appuyer sur pause donc et de nous revenir quand vous serez prêt. Alors, voici un exemple de solution. Pour remplacer le vecteur FA, ben, je peux dire que FA, ben, c'est FB plus BA. Pour le vecteur FH, qui est aussi un vecteur en diagonale, ben, je peux le remplacer par FG plus GH. Et pour le vecteur FC, ben, je peux le remplacer par FG plus GC. Maintenant, est-ce que je peux mettre des vecteurs un à la suite de l'autre qui vont me permettre d'appliquer la règle de Charles? Ben, regardez bien. Le vecteur FG, il est équivalent au vecteur AD. Alors, je l'ai remplacé ici, j'ai mis FG à la place de AD. Et déjà, là, j'ai une petite séquence. Si j'ai FB, BA, AD,
Ce qui me permet donc tout de suite de dire que ça va être égal à FD plus GH plus FG plus GC. Euh, en appliquant bien sûr notre fameuse loi de Charles. Est-ce que je peux faire autre chose maintenant avec la somme GH plus FG plus GC? Ben, euh, si je constate que par exemple le vecteur GH est équivalent au vecteur FE, que le vecteur FG est équivalent au vecteur EH, et que le vecteur GC est équivalent au vecteur HD, ben je peux à ce moment-là remplacer la somme GH plus FG plus GC par cette somme, donc FD plus FE plus EH plus HD. Et maintenant, je peux appliquer la loi de Charles pour ces trois derniers vecteurs, ce qui me donne donc FD plus FD. Et ça veut dire que ma réponse finale à ce moment-là sera 2FD. Un dernier exemple là-dessus, vous l'avez dans vos notes de cours. Je vous laisse du temps pour l'essayer. Alors allons-y donc avec un exemple de solution, il y en aurait d'autres. J'ai remarqué, moi, par exemple, que le vecteur EA était équivalent au vecteur HD. Alors j'ai remplacé pour avoir les deux vecteurs ici bout à bout. Et j'ai aussi remarqué que j'avais un moins CD que j'ai remplacé par plus DC parce que moins CD, ben, c'est l'opposé de DC. Alors ça, c'est la première transformation que j'ai faite. Ensuite, j'ai utilisé la commutativité pour permuter les deux vecteurs qui sont là. Au lieu d'avoir CG plus DC, ben, je me retrouve avec DC plus CG. Et là, maintenant, je pourrais appliquer la loi de Charles. Et en appliquant la loi de Charles, ben, on découvre que cette somme de vecteurs-là est égale au vecteur GG, donc un vecteur qui part du point G et qui s'arrête au point G. Donc, c'est un vecteur à ce moment-là qui est le vecteur nul. Et c'est ce vecteur-là qui est équivalent à celui que vous avez dans la séquence de départ. C'est une solution, il y en aurait eu d'autres. Par exemple, si on remarque que le vecteur EA et le vecteur CG sont l'opposé un de l'autre, ben on peut déjà dire que la somme de ces deux vecteurs-là donne le vecteur nul. Hein? Donc, on aurait pu aussi partir avec ça, puis après ça, transformer le moins CD en DC, puis dire que DC, ben, c'est équivalent à HG. Et on se serait retrouvé avec GH plus HG. Et ça aussi, ça aurait donné le vecteur GG, donc le vecteur nul. Alors, vous voyez, il y a plusieurs solutions qui peuvent mener à la même réponse. Ce qui compte, comme je vous disais, c'est qu'à la fin, si vous n'avez pas la même réponse que moi, ben, vous avez un vecteur qui est équivalent. Alors, ça termine cette capsule qui était peut-être un peu longue, j'avoue, mais qui avait quand même pas mal d'informations dedans. Vous pourrez donc compléter maintenant les exercices de la page 190, numéro 1 à 6, et page 203, numéro 1 à 5.